Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Bonjour, bienvenue, bonjour Delphine, bonjour Florent. Bonjour Delphine, bonjour Benjamin. Bonjour Bonjour à à tous tous. les Il est bonjour à midi tous. pile, on va commencer dans 30 secondes, simplement voilà, le temps de se dire bonjour. Et puis on va pouvoir commencer ce webinaire, si vous le voulez bien. Bonjour à ceux qui sont déjà connectés, Ronan, Jean-Michel, Anthony. Gloire, bonjour, bonjour. Bon, bah, ça fait plaisir. On voit les participants qui se connectent. Bienvenue à tous. Caroline, Jérémy, Catherine. Donc on est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Puis on va pas tarder à commencer. Oui. Bonjour Cédric. On va être ensemble pour une demi-heure un peu de présentation. On va essayer de vous donner un maximum de valeur en un minimum de mots sur le futur de la performance commerciale. Et après, on va garder peut-être 10 minutes pour des questions. Je vais m'occuper de faire le rôle du timekeeper pour essayer de rentrer dans les clous et de maintenir notre promesse de une demi-heure d'intervention. Moi, je me présente, je m'appelle Benjamin Arbeit, je suis un des fondateurs de Bancast. Bancast est une entreprise spécialisée dans la formation des commerciaux en B2B, d'où notre expertise et légitimité pour parler de la performance commerciale et de ses perspectives. Et aujourd'hui, on a avec nous Florent Mermaz, qui est directeur commercial et marketing chez Messer France, et Delphine, qui est l'experte chez Bancast de ce sujet. Je vais vous laisser vous présenter. Delphine, à toi la parole. Bonjour à tous. Donc moi je suis directrice générale et cofondatrice chez Bancast, donc experte en formation commerciale B2B. Donc je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous sur ce thème important du futur de la performance commerciale pour préparer dès maintenant l'année prochaine et les années à venir. Donc comme vous le savez, les entreprises les plus performantes sont celles qui forment leurs équipes. Et c'est important pour atteindre les objectifs et aussi pour la cohésion au sein de l'équipe. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Bancast, je vous invite à consulter notre site web et notamment pour savoir sur quel thème former vos équipes pour l'année prochaine. Donc vous allez trouver le lien dans le chat. Et je passe la parole à Florent, du coup, on est ravis d'avoir pour ce webinaire avec nous. Bonjour à tous, mon nom c'est Florent Mermaz. Donc, moi j'ai la chance d'animer les équipes commerciales et marketing de Messer France. Donc Messer, c'est une société qui commercialise des gaz industriels et médicaux. Et je suis très content de partager ça avec vous parce que c'est mon quotidien. Comment, le futur de la performance commerciale, c'est les questions que je me pose tous les jours. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que Florent est notre invité aujourd'hui? C'est parce qu'il fait partie des directeurs commerciaux qui savent prendre le virage, qui font de la veille pour pouvoir maintenir à jour une entreprise qui fonctionne bien, puisque Messer France est une entreprise qui fonctionne bien, qui a réussi à prendre le virage et les virages nécessaires pour pérenniser l'entreprise et même la développer. Ils ont fait une croissance positive et intéressante l'an dernier. Donc, bravo Florent et merci d'être là aujourd'hui avec nous. Merci. Alors au sommaire aujourd'hui, on vous propose 4 sujets. D'abord, pour assurer une performance commerciale, c'est important de savoir ce qui a changé et ce qui n'a pas changé dans la relation client, comment elle a évolué. Ensuite, qui dit une évolution dit opportunité potentielle. Donc, on va voir quels sont les gains de productivité qu'on peut avoir dans cette évolution de la relation client vis-à-vis de son équipe commerciale. Comment donc mettre à niveau sa force commerciale pour obtenir ces gains de productivité et cette adaptabilité à l'évolution de la relation client. Et on finira par un sujet un petit peu périphérique, mais qui devient de plus en plus important. Il sera le sujet de cette décennie et le sujet de 2023, la RSE. Et donc, on va voir comment allier performance et RSE. C'est aussi des concepts complémentaires. En ce qui concerne la relation client et son évolution, on a donc une expertise chez Bancast. Florent en a une également. Et on a étudié aussi deux études spécifiques. Une de Gartner, qui est une des entreprises de référence dans l'étude de l'évolution de la transformation digitale, et une de Salesforce, qui est le plus gros CRM du monde, 40e entreprise en termes de capitalisation boursière mondiale, les premiers CRM déployés dans les entreprises. Donc voilà, deux études de référence. Celle de Gartner nous dit que
En 2023, le nombre d'acheteurs B2B qui indiquent une préférence pour les engagements sans représentant passera à plus de 60% contre 43% aujourd'hui. Ça veut dire que oui, parfois les acheteurs, les décideurs estiment que avoir affaire à un commercial peut être un frein à la prise de décision et donc ils préfèrent faire une partie du parcours seul et de n'appeler le représentant qu'un peu en bout de course. On nous dit aussi que d'ici 2024, 50% des commerciaux en B2B les plus performants donneront la priorité au travail flexible par rapport à une rémunération meilleure. Il y a un changement des mentalités et c'est vrai que la qualité de vie au travail, l'équilibre vie perso, vie pro prend de plus en plus d'espace et il semblerait parfois même prend le dessus sur la rémunération. Et d'ici 2025, projection un peu plus lointaine, jusqu'à 80% des interactions commerciales interentreprises auront lieu par des canaux numériques. Alors, à travers ces chiffres, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, on vit une révolution dans la vente parce que le commerce, il se passe sur des nouveaux terrains digitaux et y compris en B2B et y compris aussi en vente complexe. Et ça, pour tous les secteurs. Salesforce, dans son étude, le détaille assez bien d'ailleurs. Donc, quand on entend parfois en formation, oui, mais ça, c'est bien, mais c'est le futur, c'est pas mon secteur. Et ben, c'est faux en fait. C'est déjà en fait le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils se rendent compte au fur et à mesure de la formation que si. Et il faut pas être le dernier à se rendre compte. Donc, il y a aujourd'hui 90% des entreprises B2B qui s'attendent à ce que les acheteurs y passent des commandes de plus en plus importantes et complexes en ligne à distance au cours des 2 prochaines années. Et aussi qui perçoivent que les acheteurs B2B, ils sont de plus en plus à l'aise aussi avec le fait de passer ces commandes à distance d'une valeur élevée. Donc ça s'est accéléré avec le Covid rapidement et ça va continuer. Et pourquoi ça? Parce que les attentes et les comportements des acheteurs, mais aussi des talents côté entreprise, ont évolué. Donc, on fait plus de télétravail et jusqu'à preuve du contraire, on ne reçoit pas les fournisseurs ni les clients chez soi. Donc, forcément, on fait une partie à distance. On est habitué aussi à avoir l'information en instantané dans notre vie personnelle. Et comme on est la même personne dans notre vie personnelle et vie professionnelle, et ben en fait, ça devient irritant d'attendre dans notre monde professionnel. Et on se renseigne aussi, on achète de plus en plus en multicanaux. Voilà, donc ça, il faut le comprendre et il faut s'adapter et adapter son équipe pour rester performant. Mais tout n'a pas changé, hein. Et d'ailleurs, Florent, à chaque fois, les études, c'est bien, hein. Alors parfois, c'est un petit peu théorique, c'est pour ça que le terrain aussi, et c'est important de savoir un peu ce qui se passe, la réalité, comment les entreprises agissent et réagissent. Florent a un constat là-dessus, hein. Tout n'a pas changé d'ailleurs dans la relation client. Oui, c'est bien la relation client qui évolue, mais le boulot, le métier du commercial, en fait, il n'a pas beaucoup évolué. Il a commencé au néolithique, à l'époque du troc, avec un colporteur. Et ensuite, ça a évolué, mais le commercial, aujourd'hui, il doit toujours comprendre la problématique de son client. Il doit, derrière, le convaincre qu'il peut lui apporter une solution. Et puis, la partie la plus dure, c'est il doit conclure. Donc ça reste entier. Ce qui a évolué, c'est les outils qui sont mis à sa disposition. Et c'est cette multiplicité d'outils mis à disposition qui fait que la relation client évolue parce que le client devient lui aussi plus intelligent. Tout le monde devient plus intelligent, en tout cas plus au fait de données qu'on peut trouver et qui ne sont pas toujours justes au passage. Ouais, voilà ce qui fait évoluer les choses. Oui, l'essence de la relation client, effectivement, n'a pas tant évolué que ça, mais c'est les médias, ce qui est utilisé. On va voir aussi quelques autres chiffres, notamment de Salesforce, que Delphine, tu souhaitais commenter. Oui, c'est ça. Donc, un certain nombre d'interactions. Donc, on a vu 80% des interactions se font maintenant par les canaux numériques, d'ici ces prochaines années. C'est aussi déjà le cas au niveau du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on voit aussi par le chiffre d'affaires, puisque les entreprises, donc en 2020, faisaient 28% de leur chiffre d'affaires en B2B par des canaux numériques. Ou à l'aide de canaux numériques. Et on voit que ça augmente. En 2022, c'est passé à 40% et en 2024, ça passe à 52%. Donc ça s'accélère. Une partie des interactions avec le client en B2B, elle s'est vraiment déplacée sur le terrain du digital. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'on passe d'une stratégie multicanal à omnicanal. Alors déjà, petit point, c'est quoi les canaux? Parce que les canaux, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, par canal, il faut entendre tout ce qui est interface physique ou virtuelle qui permettent aux clients de rencontrer la marque. Donc, c'est vraiment des différents points de contact. Donc, ça peut être bien sûr les représentants commerciaux,
en physique ou à distance. Ça peut être des distributeurs tiers, ça peut être les réseaux sociaux, les emails, les SMS, WhatsApp, qui arrivent aussi bien en France, les sites web, les applications mobiles, les marketplaces, etc. Donc en fait, ce qui se pratiquait, c'était la stratégie multicanal, c'est-à-dire qu'on prévoyait pour une même vente un parcours, un canal en fait. Et donc le consommateur choisissait son canal et effectuait toute la vente dessus. Donc ensuite, on s'est rendu compte que c'était pas le mieux, que le mieux c'était le cross-canal, c'est-à-dire qu'on prévoyait en fait dans un même parcours d'achat d'utiliser plusieurs canaux qui se suivaient. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on peut aller encore plus loin, donc avec la stratégie omnicanal, qui est aujourd'hui la meilleure stratégie. Donc, je vous invite aussi à réfléchir dans votre entreprise si vous avez bien mis en place ça. En fait, l'omnicanal, il part du constat que les consommateurs, ils utilisent en permanence différents canaux qui sont connectés. Donc, par exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous étiez en rendez-vous client, que votre client, en même temps qu'il vous voit, il se renseigne sur votre site web avec son téléphone, avec son ordinateur. Voilà. Donc, en fait, là, il faut plutôt réfléchir à une stratégie, en fait, sur l'expérience client, sur l'expérience d'achat. Au-delà de sur quel canal. Et donc, en fait, on va prévoir un parcours d'achat sur plusieurs canaux en simultané en fonction du bon vouloir du client. Donc, il faut mettre à niveau son équipe commerciale pour mieux s'intégrer dans cette stratégie omnicanal, pour occuper le terrain. Et d'ailleurs, donc dans Salesforce, il y a 80% des entreprises qui sont en train d'étendre leurs activités à de nouveaux canaux suite à ce constat. Okay. Et les avantages, donc, ils sont nombreux. C'est pas juste pour étendre, pour pouvoir vendre à plus de clients, c'est avant tout la satisfaction client. Et l'expérience, elle est aussi importante que la qualité finalement des produits et services qu'on vend. Ok. Et avant que l'on passe au gain de productivité, j'aimerais qu'on voit encore ces derniers chiffres sur la relation client et son évolution. On voit un pourcentage d'acheteurs B2B préférant une expérience sans représentant commercial. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que ça évolue, et ça évolue aussi un petit peu en fonction des générations. C'était moins présent chez les boomers, ça l'est un peu plus pour la génération X et encore un peu plus pour la génération Y. Si aujourd'hui la moyenne est à 43% dans cette préférence selon l'étude de Gartner, pour la génération Y, c'est un peu plus élevé. Bien sûr, la génération Y, ce sont des gens aujourd'hui qui ont entre, on peut dire, 32 ans et 42 ans, ou 30 ans et 42 ans. Ça commence à être la génération des décideurs. Ils le seront encore plus dans les années à venir. Donc, c'est important de s'adapter aussi bien à la génération Y que X, donc les décideurs actuels et également les décideurs de demain, notamment par l'aisance à naviguer, à utiliser des outils. Est-ce que... Oui. Florent, Mais aujourd'hui, le commercial, il a la chance de pouvoir user et abuser des outils numériques, donc ça permet d'avoir beaucoup de contacts avec les clients. Il ne faut pas en avoir peur, en fait, parce que le commercial, aujourd'hui, il doit surprendre. Il a apporté de la nouveauté, mais pas qu'avec son produit. Donc, c'est dans la relation, dans son savoir-être. Maintenant, on parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle, mais c'est vrai que ce omnicanal permet de toucher à ça, et il faut savoir le gérer, savoir bien le faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de décisions aujourd'hui qui continuent de se prendre de manière émotionnelle. Ouais, c'est sûr, oui. Et les outils permettent aussi de toucher parfois des acheteurs ou des décideurs qui sont de plus en plus en télétravail. C'est vrai que, notamment les acheteurs, un acheteur n'a jamais eu de véhicule de fonction. Un acheteur, il est au bureau, et il l'a toujours été. Donc lui, il a eu le télétravail peut-être un peu avant les commerciaux terrain. Gagner en productivité, notre partie 2, regardons un petit peu ce qui est faisable et ce qui est déjà fait. Développer une capacité de vente essentiellement à distance et à faible déplacement. C'est vrai que la vente à distance, le déploiement des outils le permet. Les acheteurs, les décideurs sont un peu plus en télétravail. Comment est-ce qu'on peut les toucher? Comment est-ce qu'on peut avoir une plus large part de leur calendrier disponible? C'est en soi-même étant capable de s'adapter à leur emploi du temps. Et donc, il y a différentes stratégies que les directeurs commerciaux ont mis en place. La première que vous voyez à gauche, c'est de transformer une équipe terrain en équipe 100% à distance, avec un rôle à distance. Et la deuxième, c'est de créer des commerciaux hybrides, donc terrain, mais qui ont aussi une capacité assez forte à manœuvrer à distance. On voit quand même qu'il y a une exécution un peu plus forte sur le commercial hybride, avec 40% d'exécution auprès des directeurs commerciaux interviewés dans cette étude.
et qui est aussi plus considéré, avec également 40% de considération de la part des directeurs commerciaux pour cette stratégie. Le 100% de transition est un peu moins considéré, un peu moins exécuté. Et d'ailleurs, chez Messer, le choix a été fait d'embarquer les commerciaux sur la capacité de faire les deux. Oui, c'est ça. Ouais, on a travaillé là-dessus, en fait, pendant qu'on avait le temps, finalement, la période de Covid, ça nous a permis de prendre le temps de réfléchir et de voir un peu comment on pouvait rebooster, redynamiser et rebondir sur cette période. En fait, on était à peu près sûr que, contrairement à ce que disaient beaucoup et pensaient beaucoup, après le Covid, tout va redevenir comme avant. On était plutôt convaincu que ça n'allait pas redevenir comme avant. Et donc, on a opté pour reformer et transformer un petit peu les équipes commerciales, les redynamiser, les décomplexer par rapport à ces nouveaux outils qu'ils peuvent utiliser. Et on a mis en place en fait un modèle hybride, ce qui va bien avec notre métier, puisqu'on est quand même obligé encore on vend des services et on est obligé d'avoir un œil sur l'outil de production de notre client. Donc, on a mis en place quelque chose de hybride entre le digital et le physique, et ça a apporté beaucoup de productivité aux équipes. Le bon choix. Et ça renforce la proximité client, parce que pour vous, c'est hyper important la proximité client. Il ne faut pas changer cette culture. Et c'est vrai que le fait d'être aussi présent sur ces nouveaux terrains digital, en fait, paradoxalement, même à distance, ça renforce la proximité, en fait. Oui, exactement. Excellent. On peut parler justement des gains, si on devait en voir un peu les grands axes. Les gains, c'est souvent des économies de coûts internes, de gestion, de coûts de commercialisation. Par exemple, en réduisant les budgets de déplacement et la flotte de véhicules, si on en a en tout cas une suffisamment ample, de permettre plus de flexibilité dans les recrutements. C'est vrai que si on accepte un peu plus le travail à distance de la part de ces commerciaux, qu'on a des commerciaux qui sont capables de faire du bon travail à distance, on peut potentiellement en recruter un dans une zone géographique sur laquelle on n'est pas présent physiquement, sur laquelle on n'a pas forcément d'agence ou de bureau, mais il peut être comme ça intégré. Et donc potentiellement un très bon talent qui se trouve au fin fond des Pyrénées. On n'a pas de bureau dans cette région, mais c'est lui le meilleur, c'est lui qu'on veut. On veut l'embaucher. Aujourd'hui, on peut l'embaucher. Réduction de la rémunération également. De temps à autre, des entreprises, notamment à dimension internationale, peuvent recruter des gens à Varsovie, à Riga, qui vont peut-être être moins chers que des gens à Londres, par exemple. Réduire les temps de déplacement nécessaires aussi aux représentants, et donc repenser la couverture et adapter peut-être plus par segment que par région, et donc avoir des vrais experts par produit ou par service qui couvrent une région plus large que plutôt des commerciaux généralistes qui sont dans une région donnée. Et la réduction des émissions de CO2, ça c'est important, c'est l'enjeu de notre siècle. On donnera des chiffres d'ailleurs précis là-dessus juste après. On donnera des chiffres. Depuis l'épisode Covid, c'est à peu près 20 à 30% de rendez-vous terrain qui sont faits en moins. C'est à peu près dans cette moyenne qu'on est chez Messer, et ça permet d'améliorer la productivité, c'est vrai. Ce n'était pas une fin en soi, mais c'est quelque chose qu'on a réussi à obtenir. La vidéo, ça devient un réflexe aujourd'hui. Et Benjamin, tu t'as parlé des recrutements. C'est vrai que maintenant, on peut se permettre de recruter des talents, des bons commerciaux, pas forcément à l'endroit où on aurait souhaité où on aurait pensé le recruter au départ, souvent la région parisienne, et ça n'attire plus d'ailleurs. Maintenant, on se permet de faire ça et de prendre quelqu'un qui est sur une autre zone, et ça permet d'avoir une efficacité qui est meilleure. Même sur les recrutements, personnellement, moi, j'interviens sur les recrutements un peu sur la shortlist. Je crois que depuis 2 ans, j'en ai pas fait un en physique. Même pour ça, pour les recrutements, les entretiens, je les fais en vidéo. Le recrutement. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place, qui est de plus en plus présent chez Messer depuis 1 ou 2 ans, c'est ça? Les recrutements dans des régions Oui, un peu plus. oui, depuis l'épisode Covid, mais c'est une vraie demande du marché, et donc on a mis ça en place. Ouais, Et malgré les difficultés qu'on a à trouver, parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de commerciaux, il y a des commerciaux qui sont plus exigeants, c'est difficile de trouver les bons talents.
Et donc, il faut aller les chercher là où ils sont. C'est exactement ce que tu as décrit. Mhm. On s'est donné les moyens de le faire, donc de changer notre modèle, et ça change le modèle de management complètement. Et ça Et change il en manque plusieurs centaines de milliers en France, des commerciaux. Donc, effectivement, c'est important de s'adapter. C'est important de Il en manque s'adapter. entre 100 et 200 000, ouais. On peut voir ça, hein. On peut voir justement quel type d'adaptabilité une entreprise peut adopter et pourquoi. Pourquoi? Ben, le sentiment d'autonomie, c'est vrai que c'est un métier, notamment lorsqu'on a à se déplacer, à prendre soin du client, c'est un métier que les gens choisissaient dans les années 90, dans les années 2000, parce que c'était un travail sur la route, parce que le fait de rencontrer des prospects et des clients dans des contextes variés en face à face était intéressant pour ces personnes. Et donc aujourd'hui, si on dit: «Ah, on va passer à un modèle hybride, vous allez moins vous déplacer», ça peut être perçu comme une perte d'autonomie. Et pourtant, c'est pas le but. Et il faut concilier les générations, mais aussi les envies de chacun. C'est pas qu'une histoire générationnelle. Pour combler ce sentiment potentiel de perte d'autonomie et d'indépendance, c'est important d'offrir d'autres formes de flexibilité qui sauront aussi être appréciées par les collaborateurs, notamment le lieu de travail un peu plus flexible, les outils digitaux, la possibilité d'aménager son emploi du temps et son temps de travail. Ce sont des choses qui peuvent être permises. C'est vrai que si on a des outils qui permettent de suivre tout ça en ligne, quand un collaborateur commence à 7 heures le matin parce qu'il préfère être libre à 17h30, c'est possible. Quand un autre préférera commencer un peu plus tard à 8 heures du matin, mais finira peut-être à 18 heures, finalement, on attend un volume de travail, on attend des résultats, on est capable de les suivre à distance grâce aux outils, grâce à des CRM, et donc en fin de compte, on peut permettre cette flexibilité aux collaborateurs. Également, s'il y en a un qui préfère travailler de la maison le lundi et l'autre le mercredi, peut-être c'est faisable aussi maintenant d'offrir cette flexibilité. Et il semblerait qu'il y a un gain, en tout cas, dans la performance de la force commerciale lorsqu'on offre ce type de flexibilité. Donc je mets ici à droite, flexibilité égale performance. Le pourcentage d'employés très performants en fonction de la flexibilité peut aller jusqu'à plus 19%. Notamment avec le facteur d'où est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on travaille et combien de temps on travaille. Ces flexibilités seront de plus en plus demandées et sont des facteurs de performance. C'est ça qui permet de créer de Le lien l'engagement. n'est pas forcément évident quand on met flexibilité égale performance, mais tu l'as dit au début, Benjamin. En fait, la flexibilité, ça permet aux collaborateurs de disposer de beaucoup plus d'autonomie. Et c'est ça qui est recherché. C'est l'autonomie qui permet un engagement plus fort du collaborateur. Et ça, c'est propice à la performance. Et c'est ce qu'on a poussé, nous, ces dernières années. Et c'est ce qu'on continuera à pousser parce qu'il y a une vraie demande. Mais ça change le modèle de management, je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est une refonte totale des paradigmes. On privilégiait jusqu'à présent le contrôle, la maîtrise, le suivi des KPI, en présentiel éventuellement. Et tout ça, en fait, c'est plus le modèle actuel si on veut vraiment privilégier la performance et la flexibilité. Nous, on l'a mis en place. Et on pense aux commerciaux terrain, mais il n'y a pas que. On l'a mis en place sur les back-office aussi. Et c'est un gain de productivité qui est énorme. Moi, j'avais des collaborateurs, collaboratrices qui avaient, sur la région parisienne, 4 heures de trajet pour venir au boulot. Bon, à partir du moment où on offre 2 jours de télétravail, et ben, ces collaborateurs, ces collaboratrices, ces 4 heures, ils les passent dans un espace qui est meilleur, qui est chez eux, qui a été organisé pour. Et ces 4 heures, ils les dédient finalement à Messer. Alors, il faut de la confiance derrière, c'est sûr. Mais, il faut de la confiance, il faut réussir à maintenir engagées les personnes même à distance. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de se redemander comment je fais pour maintenir les gens engagés même à distance. Ouais. Ça crée de l'engagement, ça crée de l'engagement et ça permet aussi d'attirer les talents. Exactement, parce que donc dans une étude récente d'ailleurs menée par les DCF, les dirigeants commerciaux de France, CCLD et MCR, donc dans les facteurs qui permettent le plus d'attirer et de fidéliser les commerciaux, en premier, c'est effectivement l'autonomie, la flexibilité qui remonte. Donc avant même la rémunération. Donc effectivement, on voit bien que c'est une demande, de toute façon, des candidats. Et donc, voilà. Mais bien sûr, après, il faut garantir. On ne peut pas le nier, mais après, effectivement, ça nécessite de savoir travailler à distance, de se mettre à jour là-dessus pour garder engagé tout le monde et garantir la performance. Carrément. Donc, mettre à niveau sa force commerciale, finalement, c'est aussi former ces personnes, c'est les embarquer dans ce projet commun. Delphine, je te laisse peut-être la main sur cette slide rapidement. Il est déjà 10h24, il nous reste 6-7 minutes ensemble.
N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dans le chat, on va y répondre à la fin. Donc on l'a vu, les modes de vente, ils ont changé. Et on n'a pas parlé, mais l'inflation va aussi contraindre les budgets des organisations. Donc en gros, il faut faire mieux avec moins. Donc pour ça, il faut miser sur une meilleure habilité de l'équipe commerciale avec le digital pour rendre les opérations plus efficaces. Mais ce n'est pas forcément naturel. Parce qu'il y a quand même plusieurs degrés d'habilité avec le digital et surtout le marché continue de changer. Donc pour ça, c'est important de former ses équipes pour pouvoir mettre son énergie au bon endroit et se mettre à niveau. C'est important aussi de réfléchir au parcours d'achat, puisqu'on en a parlé, du coup, qui est maintenant de plus en plus multicanaux et en simultané, et aussi aux nouveaux indicateurs importants à suivre. Donc ça, c'est un vrai sujet, les indicateurs, mais par exemple, puisque les clients sont devenus plus impatients, et même nous en tant que consommateurs, c'est important de suivre par exemple des indicateurs comme la durée moyenne de réponse à un client. On sait qu'on a 9 fois plus de chances de gagner une opportunité quand on y répond dans les 5 minutes. Donc ça ne veut pas dire qu'on répond, qu'on fait un devis dans les 5 minutes, bien sûr. Ça veut dire par contre qu'on donne signe de vie et qu'on montre qu'effectivement la société y réactive et y répond aux besoins. On est là quand le client en a besoin. Donc ça, c'est important de suivre cet indicateur qui est de plus en plus important. C'est également de concentrer ces recrutements sur les hauts profils, puisque aujourd'hui, l'information est plus disponible, donc les acheteurs, les décideurs se renseignent beaucoup plus en amont d'un acte d'achat et donc ont un meilleur niveau. Donc c'est important aussi de se concentrer sur les hauts profils, peut-être parfois au détriment des plus bas profils, de former aux nouvelles méthodes et outils de vente, puisqu'ils vont être... Ou de les former, du coup, de les accompagner. Et de cartographier le parcours d'achat. Je ne sais pas, Florent, tu voulais commenter cette slide, je crois aussi. C'est ce qu'on a fait, nous, dans la période Covid, la plus dure, finalement, où on était dans le dur, où les commerciaux se posaient des questions sur leur raison d'être. On ne peut plus prendre la voiture, on ne va plus voir les clients, on est à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu une démobilisation. Nous, on a fait l'inverse, on a fait le choix de reformer tout le monde, ce qu'on a fait ensemble. On parle de mettre à niveau la force commerciale. Déjà au départ, ce que je voulais faire moi, c'était mettre au même niveau la force commerciale. Que tous parlent le même langage, qu'on soit tous alignés sur le processus commercial et que le panel d'outils à disposition, des nouveaux outils à disposition, il soit connu de tous. Et après, les commerciaux ont fait leur choix sur les outils qu'ils privilégient. On ne peut pas connaître tous les outils et tous les utiliser. Et c'est ça qu'on a fait, c'est ce travail qui a permis de recréer une dynamique et d'avoir les résultats qu'on a obtenus l'année d'après. Et l'atout formation, apprendre ce que l'on ne sait pas faire ou on ne sait plus faire, ou l'alignement par l'homogénéisation du niveau et des méthodes des commerciaux, c'est important et c'est effectivement ce qui a été fait. Delphine, tu veux commenter rapidement ce slide? Non, mais je crois que ce qui est super aussi, c'est de travailler en même temps à la cohésion d'équipe. C'est-à-dire, même si on est à distance, qu'on soit en physique ou à distance, là, je vous disais que dans les critères, l'autonomie est important. Et ben, figurez-vous que le deuxième critère, c'est la cohésion d'équipe. Moi, j'ai envie de bien m'entendre avec mes collègues, parce que ça me donne envie de venir le matin, ça me motive, ça me donne envie de rester dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que se mettre à jour, c'est pour la performance, mais c'est aussi pour la cohésion d'équipe qui fait partie du deuxième donc des critères importants qui vient avant même la rémunération. Et en troisième, c'est la rémunération dans l'étude. Voilà, donc effectivement, c'est important et aussi de se mettre à niveau sur ce nouveau rôle, la nouvelle place du commercial qui appréhende aussi la data puisque via les différents canaux en ligne, on récupère en fait de la data et donc on va pouvoir s'en servir pour personnaliser l'expérience d'achat. Donc, pour citer un exemple, par exemple, je ne veux pas marquer à prendre le social selling. Effectivement, ça, c'est un nouveau terrain. Et donc, il faut étudier par rapport à ces cibles où sont ces cibles. Mais LinkedIn, c'est quand même un incontournable. Et en fait, c'est sous-exploité alors qu'il y a un énorme potentiel et une place à prendre avant ses concurrents, donc dans différentes façons d'utiliser ce média. Là, Florent, tu dois certainement retrouver également des choses que tu as mis en place, apprendre le social selling, la vente de valeur, l'aisance digitale. C'est toutes des choses qu'on a mis en place. On pousse aujourd'hui le inbound marketing, évidemment, le marketing de contenu. Ça fait partie des choses incontournables aussi aujourd'hui.
Ça peut rester une boîte noire pour le commercial, mais en tout cas, derrière, les leads qui arrivent sont beaucoup mieux qualifiés et ça permet d'être beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait au quotidien. Vous avez parlé de l'esprit d'équipe, c'est exactement ce qu'on a fait dans la formation. La formation digitale, déjà, on l'a fait sous forme digitale. Il n'y a rien de mieux que de former les gens au digital que de le faire sous forme de formation digitale. Et on avait créé des petits groupes de 7 à 8 personnes. Et ça avait créé une forte émulation entre ces personnes pendant une période qui était difficile parce qu'on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas faire grand-chose. Ouais, c'était une collaboration qu'on a eue, Bancast et Messières, il y a un an et demi maintenant. Et on travaille d'ailleurs toujours ensemble maintenant sur. Et elle se poursuit. Et j'aimerais quand même passer à ce sujet. Donc, il faut former ces commerciaux sur les méthodes pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient le plus adaptables possible et le plus performant sur la nouvelle relation client et les outils. Si on regarde un petit peu, on va déborder d'1 ou 2 minutes, j'avoue, il est déjà 12h31, on va arriver à 33. Désolé pour ça. Allier performance et RSE, je voulais quand même mettre quelques chiffres, quelques notions pour que l'on voit que le digital, ça a du bon. Si on regarde le trajet en train, par exemple, qui consomme quand même assez peu, de 400 km, un Paris-Lyon, c'est quand même 2400 grammes, donc 2 kilos, un peu plus de 2 kilos, pour un aller-retour d'équivalent émissions de CO2. Un trajet en voiture de 60 km aller-retour, donc 30 km pour aller voir un client et puis 30 km pour revenir. C'est quand même 10 kilos de CO2, d'émissions de CO2. L'avion, j'en parle même pas. Un Paris-Madrid, on est à 3 tonnes, c'est énorme. N'oublions pas que la neutralité carbone en France serait de 2 tonnes. C'est un objectif pour 2050. La moyenne française est à 9 tonnes. Donc évidemment, un trajet en avion brûle énormément de notre capital annuel. Et alors qu'une visioconférence à 4, qui dure 1 heure, ne consommera que 70 grammes d'émissions de CO2 équivalence. Donc chaque déplacement est à mesurer, à réfléchir. Est-ce que ce déplacement fera la différence ou pas? Si ce n'est pas le cas, alors autant que je fasse ce rendez-vous à distance. Si je pense que ça va concrètement faire la différence et que j'en suis persuadé, alors je peux déclencher un rendez-vous en face à face. Il y en aura toujours et certains sont très importants. Mais ça, c'est important pour la performance commerciale, c'est-à-dire que là, il faut réfléchir à l'année prochaine, c'est quoi le plan et comment je peux agir dessus, de manière à ce qu'on puisse continuer à vendre, parce que pour continuer à vendre, il faudra aussi justifier des efforts qu'on fait pour limiter ces émissions de CO2, et aussi pour continuer à attirer les talents. Puisque les talents, et notamment les plus jeunes, mais pas que, sont de plus en plus sensibles à travailler pour une entreprise qui a du sens et une entreprise qui fait attention à ces aspects-là. Oui, le commercial se sent concerné maintenant par ces sujets-là. Ce n'était pas le cas il y a encore 5 à 10 ans. Le commercial, il ne voyait pas quel impact il pouvait avoir sur la RSE. Il fallait que les opérations de la production ils fassent moins de fumée et puis ça ira bien. Et en fait, ces chiffres sont quand même marquant et aujourd'hui, tu l'as dit, la nouvelle génération, ça fait partie des sujets, des enjeux qu'ils veulent discuter avant de rejoindre une société. On le voit au quotidien. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, si on regarde un petit peu, si on va un peu plus loin que juste le déplacement, mais vraiment la réunion sont déroulées à distance. Un rendez-vous client tout simple, Bon, je me connecte au visio, je passe 1 heure en réunion, je me déconnecte, j'envoie un contrat ou une note ou un email ou un compte rendu par email. Donc finalement, ça va me prendre quoi? 1h15, 1h20, 80 grammes d'équivalent CO2 avec le poids des mails, j'ai tout compté là-dedans. Alors que le déplacement en physique, je vais voir mon client, il est à 30 km, donc 30 minutes de route. Je vais passer peut-être 15 minutes à l'accueil, 1 heure en réunion, puis je retourne au bureau, j'imprime et j'envoie un contrat ou un document de 20 pages. Je vais être sur 2h30 de temps et 10 200 grammes de CO2. Donc on voit quand même qu'il y a un impact de temps, un bénéfice temps qu'on peut avoir, puisque c'est 2 fois plus de temps d'aller voir un client en face à face, et en plus d'émissions, 128 fois moins, là c'est très parlant. Et si on regarde de façon d'ailleurs un petit peu plus large, par exemple le parcours d'une équipe hybride, en flex office, comme on l'appelle parfois. Donc admettons, j'ai pris l'exemple de Messières, 2 jours en home office, 2 jours en télétravail dans la semaine sur les 5, les 3 autres au bureau. Allez, 12 rendez-vous, on fait 12 rendez-vous, on est sur une bonne productivité.
10 en visio et 2 déplacements, eh ben, ça va me faire une distance de 258 km, 4h30 de trajet. Finalement, 12 heures où je suis vraiment avec le client, hein, donc de vraie productivité pour une émission de 43 kg de CO2 sur la semaine, alors qu'une équipe peu flexible, qui fait 5 jours au bureau, qui va faire que du coup 8 rendez-vous parce que ça prend plus de temps, 0 en visio, ils vont être à 710 km, donc 3 fois plus de distance, d'usure, hein, 12h15 de temps, donc quand même nettement plus de fatigue accumulée, 8 heures en front client, donc finalement 1,5 fois moins, enfin demi de moins, et 3 fois plus de pollution. Donc une équipe qui se déplace moins, finalement, elle a presque plus de temps pour entretenir la relation client, elle est moins fatiguée. D'ailleurs, si on regarde dans la relation client, le delta entre ces 4h30 et ces 12h15 est quasiment de 8 heures de temps. Ces 8 heures de temps, c'est un win-win. Peut-être que sur ces 8 heures de temps de déplacement en moins pour aller au bureau, pour aller voir les clients, eh ben les gens vont allouer 4 heures à l'entreprise en se disant, bon, bah voilà, je vais commencer plus tôt. Et puis 4 heures qu'ils vont garder personnellement. Donc tout le monde y gagne en fin de compte. Et on peut diviser cette tranche en 8 et se dire, bah voilà, quelqu'un qui gagne 8 heures, finalement, il va travailler 4 heures de plus pour la performance de l'entreprise. Et puis, il va aussi se reposer, profiter de sa famille, 4 heures de plus. C'est un gagnant-gagnant. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce que vous faites, Florent? Ça rejoint un petit peu. C'est exactement ce qu'on fait. Aujourd'hui, la question, le commercial se pose la question systématiquement si il prend sa voiture pour aller faire un rendez-vous et revenir, ou est-ce qu'il en profite pour faire une visio. Ça dépend à quel moment il est dans le processus de vente. Il y a des moments où le physique va porter un intérêt, et il y a des moments où c'est pas forcément utile. Avoir cette réflexion en amont, c'est crucial. On a engagé ça maintenant. Alors, ils ne s'amusent pas à mesurer les grammes de CO2, hein, c'est sûr, mais la question se pose. Ouais. Et c'est important de se poser la question à chaque rendez-vous, de se dire est-ce que ça vaut la peine ou pas. C'est ça le plus important, c'est ça qu'on voulait transmettre peut-être sur cette slide avec Florent. Je te remercie d'ailleurs. On va passer aux questions-réponses. Si vous voulez bien, j'espère que, bon, on a un peu débordé, je suis désolé pour ça, hein. On va passer aux questions-réponses. On a un modérateur qui s'appelle Ronan, hein, que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, mais il est là, il travaille aussi avec nous. Merci Ronan. Et il a certainement. D'ailleurs, vous avez un certain nombre de ressources dans le chat, et vous allez aussi avoir la présentation pour ceux qui sont intéressés par les chiffres qu'on a, et les chiffres et les infos qu'on a données dans cette présentation. Vous pourrez la télécharger. Alors, les questions. Donc, on a une question de Christophe. Comment un commercial peut être aussi performant en visio qu'en rendez-vous face au client? Intéressant cette question. Oui, je réponds. Vas-y. Ok. C'est vrai que si c'est un rendez-vous, c'est-à-dire que la méthode n'est pas la même. Si on est en rendez-vous en face à face, on va bien sûr avoir plein d'éléments de contexte. On va pouvoir regarder autour de lui, sur son bureau, dans les locaux, etc. Et ça va nous donner un certain nombre d'indicateurs et donc finalement de questions qu'on n'aura pas à lui poser, puisqu'on aura déjà des réponses. En rendez-vous en visio, il faut simplement poser ces questions. Mais c'est un apprentissage, effectivement. Et c'est pour chez Pancast, on transmet ce type d'apprentissage. Ça veut dire qu'un rendez-vous de découverte, il a à peu près le même déroulé dans sa structure. Par contre, il y a quelques questions supplémentaires qui vont nous permettre d'avoir les réponses à ce contexte que l'on n'a pas en face de soi. Mais la performance est la même. Et il y a aujourd'hui des commerciaux qui sont très performants à distance, qui sont très à l'aise. Ils ont plus facilement accès à leurs ressources également. Ils sont derrière leur ordinateur en même temps qu'ils parlent à une personne. Et donc, finalement, ils gagnent en agilité par rapport à celui qui est en face, qui va être plutôt dans l'inconfort, car il n'est pas à domicile, il est à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un peut... La structure est importante, effectivement. Du coup, ça veut dire qu'il faut travailler sa structure. Et en plus, on n'a pas le choix parce que le taux d'acceptation de rendez-vous, il est supérieur dès maintenant. Il est supérieur à distance pour les raisons qu'on a évoquées au début du webinaire par rapport en physique. Donc, du coup, on n'a pas le choix, en fait. C'est effectivement, on se retrouve au pied du mur. Si mon interlocuteur a 2 jours de télétravail par semaine et que moi, je ne fais que des déplacements, bah, finalement, je n'ai accès à son emploi du temps et sa disponibilité qui est composée de 3 jours sur une semaine. Alors que si je suis capable de faire les 2, j'ai accès à la totalité de ces créneaux. Ce sera plus facile donc d'obtenir un rendez-vous. Et il veut la réponse rapidement, en plus, on a vu. Donc c'est là où c'est intéressant de multiplier, peut-être d'avoir même plus de rendez-vous, mais découpés. Ça, c'est intéressant aussi dans la vente, donc pour être encore plus performant, bien préparer ses réponses, avec par exemple en séparant la découverte de la réponse, quitte à ce que ça soit à quelques jours d'intervalle.
Et ensuite, utiliser des meilleures questions, de meilleures structures, utiliser la data aussi, hein, on a vu, récupérer les informations disponibles, où en est le client dans son cycle de vente, à quel point il est renseigné, qu'est-ce qui l'a intéressé aussi. Et bien sûr, faire une vente, la vente catalogue, c'est terminé. Hein, on ne peut plus pitcher comme ça avant d'avoir réussi nettement sa découverte pour être le plus pertinent possible. Ça, c'était les ventes des années 80, effectivement, où on ne prenait pas en compte l'autre. L'autre n'existait pas, on racontait que son produit, et aujourd'hui, ça se fait. Mais qu'on retrouve souvent parce que 77% des acheteurs trouvent que les commerciaux ne comprennent pas assez leurs problématiques. Donc ça, c'est un vrai axe d'amélioration. Et le deuxième axe d'amélioration aussi, c'est le multi-interlocuteur, puisque avant, les décisions se prenaient de manière plus verticale, avec une personne qui décidait ce qui devait être fait, qui devait être choisi. Et aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus horizontal. Il y a un comité d'influenceurs, il y a des gens qui influencent. Il faut défendre davantage les budgets. Et donc là, on est là aussi, et ça peut se faire aussi à distance, hein, faire plus de rendez-vous avec plus d'interlocuteurs, Oui. Et préparer le dossier pour convaincre ces différents interlocuteurs. Développer la culture à l'écrit, être structurant, ça fait la différence sur les rendez-vous en visio, et c'est important de transmettre aux équipes cette culture de l'écrit qui parfois fait défaut à certaines équipes commerciales. Est-ce que, si quelqu'un, peut-être Florent, Delphine, si vous vouliez ajouter quelque chose, vous pouvez, sinon on peut passer à la question suivante. Non, mais c'était une bonne question, hein. Mais c'est un rendez-vous qui doit se préparer de la même manière qu'un rendez-vous physique, hein, de toute façon. C'est Michael Aguilar qui dit ça, hein, qui oublie de se préparer, se prépare à être oublié. Donc voilà, il faut prêter de l'attention à ce type de rendez-vous. Et de toute façon, c'est pas forcément le commercial qui va le solliciter. De plus en plus d'acheteurs vont solliciter ce rendez-vous de cette manière-là. Donc il faut le préparer. On reste en face à face. Vous l'avez dit, on a des anti-sèches parce que finalement, on n'est pas face au client. Et puis, on peut enregistrer la conversation et la réécouter derrière et retrouver des choses qu'on n'avait pas entendues. Ça peut être utile aussi. Ça, c'est génial pour s'améliorer. C'est beaucoup plus développé aux États-Unis, hein, avec les sites comme Gong, par exemple. Voilà, en France, on a Mojo qui existe, par exemple. Et effectivement, je ne sais pas si vous êtes déjà enregistré, pour ceux qui sont commerciaux qui nous écoutent, c'est excellent pour s'améliorer. Et même en équipe aussi. Hein, écouter des extraits, on fait beaucoup en formation. C'est hyper intéressant. Donc, effectivement. C'est clair. Alors, on a aussi une autre question de Jean-Christophe. Bonjour, nous apercevons que les acheteurs ne sont plus des techniciens et achètent tout type de catégorie. Voilà, tout type de catégorie sans connaître les produits. Comment faire la différence si techniquement nous n'avons pas d'écoute? Rencontrez-vous ce problème dans votre industrie? D'accord, donc ils sont un peu moins focus sur la technique, mais ils sont plus. Ah, c'est intéressant, ils sont plus sur d'autres aspects. Donc d'où l'intérêt effectivement, hein, c'est les deux, hein, la technique, mais c'est l'expérience d'achat, c'est l'art de présenter, c'est la communication. C'est aussi d'ailleurs entre les rendez-vous, comment je fais pour renforcer la proximité avec mon client, pour continuer à ce qu'il entende parler de moi, et notamment en utilisant le content marketing qui peut être produit par un autre service, ou voilà, où je peux aussi moi à mon niveau, avec mon expertise, apporter de la valeur, hein, sur les sujets qui intéressent mes clients. Donc, ce qui nécessite de réfléchir à qu'est-ce qui intéresse mes personas, qu'est-ce qui intéresse mes clients, et à être présent sur ces différents canaux sans pour autant passer trop de temps. Donc ça aussi, c'est un art. Donc effectivement, pour la partie après, on peut l'emmener sur attention, quels sont les points les plus importants quand on veut développer un projet comme vous êtes sur le point de le faire, sur voilà, nous, notre retour d'expérience, qu'on travaille régulièrement avec vos homologues, c'est que ils ont, par exemple, ils ont regretté de ne pas se concentrer sur tel ou tel point. Et donc, vous pouvez amener leur attention comme ça en faisant parler d'autres clients pour qu'ils se concentrent davantage sur les points techniques importants. Après, il faut s'adapter à son interlocuteur. C'est tout bête, hein, mais si c'est en face de vous, vous avez un interlocuteur qui est technique, ça va plus lui parler technique. Si vous avez plutôt quelqu'un dans la stratégie, vous pouvez aller regarder aussi son parcours, bien sûr. Il y a un vis-à-vis d'interlocuteur à travailler, effectivement, et quand on a affaire à quelqu'un qui apporte une dimension stratégique, on doit être stratège de son côté. Si on a plutôt des compétences techniques, à nous d'essayer de se faire rencontrer quelqu'un de plus technique. Mais peut-être, Florent, tu peux aussi répondre. Est-ce que vous constatez qu'au niveau des achats, il y a effectivement un peu moins d'expertise technique qu'il y a quelques années? Oui, c'est le cas, hein. C'est une vraie question.
ce qui n'empêche pas d'entretenir un relationnel avec ces clients-là, hein. L'important, c'est d'amener la conversation sur le sujet et sur la problématique du client. Et parfois, ça arrive, l'acheteur lui-même ne la connaît pas. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir passer plus de temps dans la phase de découverte, dans la phase de compréhension, pour pouvoir passer à la phase d'après. Donc, il ne faut pas vouloir aller trop vite dans ce cadre-là avec ce type d'acheteur. Et il faut prendre le temps de discuter, de comprendre pour pouvoir derrière apporter une solution. Et tant qu'on n'a pas trouvé le point d'accroche et la problématique, on ne peut pas apporter de solution. Mais c'est là où, comment faire la différence? Bah, effectivement, c'est avec l'expérience d'achat, hein. C'est être structurant et c'est guidé, comme l'explique très bien Florent, et qui est encore quelque chose voilà, où il y a beaucoup de marge d'amélioration pour avoir une super expérience d'achat qui est tout autant importante que, encore plus aujourd'hui, que la partie qualité du produit et service qu'on vend. Je dois vite détecter ce persona, cet acheteur expert techniquement ou cet acheteur non expert, pour justement pouvoir offrir une expérience qui n'est pas la même. Parce que du coup, il ne va pas attendre les mêmes choses, pas les mêmes réponses. Il faudra que je définisse un timing différent en fonction de ce persona A qui a des connaissances techniques et de ce persona B qui n'a pas de compétences techniques. Ça veut dire qu'il y a donc 2 parcours à faire vivre à ces 2 profils différents. Et 12h46, on a répondu à 2 questions, c'est pas mal. Merci Pierre pour le retour d'expérience dans le chat, hein. Vous pouvez aller voir Pierre qui vous partage effectivement qu'il allie performance et digital. OK. On va vous partager cette présentation, hein, si vous le voulez, dans le chat. Merci Florent d'avoir accepté cette invitation, d'avoir partagé avec nous comment tu as fait évoluer Messer pour le mieux. Et merci Delphine, merci tout le monde, merci aux participants. Au revoir. Un grand merci à tous. Au revoir. Merci à tous, merci pour vos merci. On vous laisse le temps de télécharger les supports qui vous intéressent.